Le duel annoncé entre Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama a bel et bien eu lieu au Ghana. Les deux principaux candidats à cette présidentielle se sont affrontés dans les urnes et revendiquaient tous deux la victoire au lendemain du scrutin de lundi. Et c'est le président ghanéen qui est réélu face à son rival politique historique dans le troisième face-à-face à ce stade entre les deux hommes. 51,59% des voix pour le NPP de Akufo-Addo contre 47,36% pour le NDC de John Mahama, preuve que le scrutin était extrêmement serré. Des résultats qui ont très vite fait réagir de part et d'autre. Le NDC a aussitôt annoncé qu'il rejetait ce résultat. Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée, a déclaré Haruna Idrissou, parlementaire du parti, lors d'une conférence de presse à Accra. De son côté, le président Nana Akufo-Addo a appelé à l'unité lors de son discours de victoire. Quelle lecture faire de ces chiffres proclamés par la commission électorale? Quelle leçon le Ghana donne au reste du continent, ou plus précisément au pays de l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'échec de John Dramani Mahama à revenir au pouvoir? Nana Akufo-Addo, qui rempile pour un second mandat, a-t-il un bilan à défendre, voire à améliorer? Ghana, victoire de Nana Akufo-Addo. Quels enseignements pour l'Afrique de l'Ouest? C'est le thème central de ce plateau. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés, pour en parler, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Moïse Soudé, ma première question est pour vous. Des élections ont eu lieu lundi, des résultats proclamés mercredi par la commission électorale. Est-ce que selon vous, c'est un processus électoral à saluer? Oui, d'abord, au départ, c'était annoncé que dans les 24 heures à venir, qu'on allait donner les résultats. Mais je dis, c'est déjà un gros effort en Afrique que 48 heures après une élection présidentielle, l'on puisse donner les résultats. Et je crois que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent tirer leçon sur le Ghana, parce que parfois on fait les élections, ça prend le temps que ça prend, et ça installe le suspense, ça installe la peur. Je crois que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui entourent le Ghana doivent pouvoir se dire, si c'est possible au Ghana, c'est que nous avons les moyens techniques, technologiques et financiers pour pouvoir faire comme le Ghana. Donc, je dis bravo au Ghana. Quand bien même ce qui avait été annoncé n'a pas été respecté, je crois que la présidente de la commission a présenté ses excuses et a expliqué les raisons pour lesquelles on n'a pas pu avoir les résultats à temps. Mais tout compte fait, en 48 heures, c'est un record que le Ghana vient de battre. Alors, Patrick Armand-Pouillon, plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Des résultats 48 heures après le vote. La présidente de la commission qui s'excuse pour ce retard. Qu'est-ce qui explique, on va dire, ce processus-là qui, visiblement, est très vite allé à son terme? Ah oui, et ça devait aller plus vite. Il faut dire que la dérive dictatoriale vécue aux États-Unis a des relents en Afrique. Et c'est ça que nous avons, ça a failli faire trembler la démocratie ghanéenne, mais les institutions étant très fortes, ça a tenu. Sinon, les résultats pouvaient être donnés 24 heures après. Mais quand vous voyez que l'opposition de plus en plus a du mal à accepter sa défaite, les commissions électorales se disent, au lieu d'utiliser les moyens technologiques seulement et donner rapidement les résultats, il vaut mieux se donner la précaution de faire à la fois l'électronique, à la fois le manuel pour éviter toute contestation. Donc c'est ça qui a fait traîner les choses. Mais je crois que le Ghana a tremblé, la démocratie ghanéenne a tremblé. Il faut avoir le courage de l'avouer. Ça a tremblé cette fois-ci. Et aussi, le Togo avait donné les résultats dans les mêmes délais. Donc, le Togo a réussi, lors des dernières élections, à donner les résultats dans les mêmes délais. En fait, il faut dire que c'est bien ce qui s'est passé au Ghana, mais attention, la parenthèse Trump risque d'avoir la vie dure dans beaucoup de pays. Parce que le Ghana, qui n'était pas habitué à ce que nous avons vu, il y a eu 5 morts. C'est des choses qu'on ne voyait pas au Ghana. Donc, il faut que nous puissions résorber rapidement la parenthèse Trump
et faire en sorte que cette dérive Trump ne se perpétue pas en Afrique. Voilà, le pays est donc considéré, on va dire, comme l'un des derniers, sinon le dernier bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest. On vient de conduire un processus électoral. Le processus électoral en lui-même, qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Non, je crois que les Ghanéens ont fait un gros effort. N'eût été les cas de violence. Le coach l'a rappelé, c'est pour la première fois qu'on a organisé des campagnes électorales. Il y a eu la violence, il y a eu un décès. Alors qu'entre les deux candidats, je crois qu'on avait signé un pacte de paix. Tout à fait. Donc chaque candidat devait amener ses militants à respecter. Et le coach l'a rappelé, il faut le dire, la parenthèse trompe. C'est-à-dire que, bon, si Trump est arrivé à contester les résultats dans un pays de référence en démocratie, c'est qu'au Ghana, ça se passe. Celui qui est venu en deuxième n'est pas d'accord. Et avec ça, ça va entraîner des violences. Pourtant, il a pris l'engagement de ne pas laisser ses compatriotes faire. Donc je dis, le Ghana est en train de basculer un peu. Et si les Ghanéens ne font pas attention, c'est le seul bastion qui reste en Afrique. Quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, la plupart des pays appelés pays démocratiques sont déjà tombés dans l'escarcelle des futurs dictateurs qui ne veulent rien respecter. Mais le Ghana vient de faire un gros pas. Mais si Dramani et ses partisans ne veulent pas respecter les résultats des urnes, c'est que le Ghana va basculer très tôt dans la violence et que quand on dit Ghana, c'est qu'on dit forcément le Togo. Et quand on dit Togo, ça va atterrir au Bénin. Donc, il va falloir que les hommes politiques ghanéens se disent que le Ghana se trouve aujourd'hui au centre d'une certaine métropole et qu'il ne faudrait pas laisser la violence déborder. Si la violence déborde, c'est que ça risque d'embraser la zone, puisque déjà en Côte d'Ivoire, il y a des foyers de tension. Tout à fait. Ça pourrait embraser et la Côte d'Ivoire, et le Togo, et le Ghana, et pourquoi pas le Bénin. Alors, Patrick Abampoyon, les deux principaux candidats, Moïse Soudé en parlait tout de suite, ont signé un pacte de paix quelques jours avant le scrutin. Pourquoi ce pacte de paix n'a-t-il pas été respecté ou, selon vous, est-ce que ce pacte de paix a été respecté? Bon, il va être respecté. Il va être respecté. Je crois que les dernières nouvelles font croire déjà que Dramani a appelé déjà Ado pour pouvoir le féliciter. Donc, ça va être respecté. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende quelques heures, quelques minutes, quelques morts avant de respecter ce genre de choses. Je voudrais que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Une élection propre, totalement propre, n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Il y a une élection totalement propre. Alors, dans les pays de grande démocratie, on considère que si je n'ai pas su ou pu éviter la fraude de l'autre, je me plie. Parce que le processus voudrait que je fasse appel à des experts qui vont me permettre de contrecarrer, d'empêcher de fraude des autres. Alors si je n'ai pas fait appel aux experts qu'il faut, je n'ai pas préparé les élections comme il faut, et puis je me fais voler l'élection, mais il ne faut pas venir pleurer. Je vous donne un exemple très simple. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'opposition n'a même pas des représentants dans plus de la moitié des bureaux de vote. Et après, c'est dans les bureaux de vote où ils n'ont pas de représentants qui disent qu'il y a fraude, il y a problème. Donc, moi, je pense que nous devons éviter cette façon d'être toujours salir les institutions, salir la démocratie. Lorsque la commission électorale n'a rien fait de frauduleux pour aider un candidat, nous devons quand même saluer leur leadership. Maintenant, si la commission électorale se fait partisane et fait des choses, ça c'est différent. Mais dans les cas d'espèces, regardez au Burkina, on nous parle de fraude. Regardez les cas, les amis. Regardez les cas. Et on dit fraude pendant des heures avant maintenant de se ressaisir. Non. Évitons, lorsqu'on, en tant qu'opposant, j'ai fait le dépouillement moi-même. J'ai eu mon résultat. J'ai vu les cas. N'attendons même pas que la commission donne les résultats avant de reconnaître l'échec et puis on continue. Et reconnaître l'échec, c'est se préparer plus vite pour la prochaine élection. Parce que quand on reste dans le contentieux longtemps, on regarde derrière pendant que l'autre est déjà en train de regarder les prochaines élections. Donc au Ghana, ça a tremblé parce que les autres ont vraiment, je ne sais pas si c'est le virus Trump qui est arrivé seulement ou si c'est autre chose, mais ils ont tremblé. Mais je sais qu'ils vont rentrer dans l'ordre parce que les institutions sont fortes. C'est vrai, les institutions sont fortes et essayent de tourner très bien au Ghana. Le taux de participation, on va en parler, il est de 79%. Est-ce que là aussi, c'est la preuve de la vitalité de la démocratie ghanéenne? Oui, c'est la preuve de la vitalité parce que chaque homme politique
a joué son rôle. Dans certains pays africains, vous allez voir l'opposition qui déserte le forum, qui tout le temps crie à la foule, qui ne s'organise pas sur le terrain. Parce que là, en réalité, pour qu'il y ait un bon score, il faut d'abord s'organiser sur le terrain. Si vous n'êtes pas représenté dans les bureaux de vote, si vous n'avez pas fait la campagne avec les moyens qu'il faut, vous n'allez pas crier à la fois. On ne se lève pas à un an d'une élection présidentielle pour dire qu'on veut combattre quelqu'un qui est au pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir, il a un bilan à présenter. Il a avec lui un certain nombre d'avantages que vous n'avez pas. Donc il faut vous lever tôt et sensibiliser vos militants parce que plus le taux d'abstention est élevé, plus vous perdez. Parce que le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ils s'arrangent toujours à avoir de leur côté leurs partisans. Parce que chaque ministre, chaque député, chaque directeur général va dans son fief sensibiliser ses compatriotes. Mais quand l'opposition décide de parler de fraude déjà, les militants se rétractent. Personne ne veut aller se faire humilier. Donc il va falloir qu'on change de tactique. Vous voyez, le score est très serré par rapport à ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire où c'était un grand écart. Là, on ne peut pas parler de fraude. Et chaque parti politique met en place son système anti-fraude. Tout parti politique qui veut conquérir le pouvoir cherche aussi à frauder. Donc l'opposition cherche à frauder, la mouvance cherche à frauder, mais chacun a sa stratégie. C'est le plus fort, celui qui est technologiquement avancé, qui prend le pas. Donc ce qui se passe au Ghana, c'est vrai que la démocratie a tremblé, mais elle va se stabiliser parce que les Ghanéens, que ce soit Dramani, que ce soit le président au pouvoir, ils savent qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, le Ghana est une référence. Et quand vous allez au Ghana, vous allez constater que c'est un pays, c'est l'un des pays anglophones de l'Afrique aujourd'hui qui inspire. Donc il va falloir que désormais en Afrique, l'opposition 2 ans, 3 ans avant prenne ses responsabilités. Parce que si vous attendez les derniers moments et que le taux de participation n'est pas élevé, c'est toujours en défaveur de l'opposition. Voilà qui est clair. Patrick Armand-Poyon, le taux de participation, parlons-en, 79%. Je souris un peu quand je pense à certains pays où on dit que c'est 20% ou autour de 20%, alors que l'opposition parle de moins de 10%. La Côte d'Ivoire, les chiffres sont contestables, l'opposition parle de moins de 10%. Qu'est-ce qui fait que les Ghanéens s'intéressent à la politique, sortent pour voter massivement pour leurs candidats, pendant que dans la zone géographique autour, on a des démocraties qui ont des difficultés à mobiliser les populations? Vous savez, au Ghana, l'opposition n'est pas faite de personnes qui s'improvisent aujourd'hui opposants, demain mouvanciers et autres. Au Ghana, l'opposition est une institution. Nous avons 2 grands partis politiques. Si vous regardez le score des 10 autres candidats, ça dit long. On n'improvise pas la politique au Ghana. Donc les 10 autres candidats ont pour eux tous ensemble 1%. 10 candidats ont 1%. Et les 99% sont répartis entre 2 candidats. Donc, chaque parti a ce qu'on appelle la logistique électorale. Chaque parti est implanté dans le pays. Ensuite, vous avez un président sortant qui veut un 2e mandat et un ex-président sortant qui veut un 2e mandat. L'enjeu est de taille. Chacun est allé sur le terrain, mobiliser chaque centimètre carré. C'est pour ça que le taux est élevé. Maintenant, je voudrais dire un mot encore, toujours dans le sens de la contestation des élections. Vous voyez aux États-Unis, un président en exercice avec 600 avocats, 60 millions de dollars dépensés et a perdu tous les procès. Aucun procès n'a été accepté. Tout a été rejeté. Président des États-Unis d'Amérique, 60 millions de dollars, 600 avocats, 50 procès ouverts, tous fermés, échec, nothing. Quand les institutions sont solides, ça tient. Et c'est ce qui va se passer au Ghana. Je sais que Dramani n'ira pas jusque-là, mais c'est pour dire que nous devons nous organiser avant, pendant les élections et non être dans la contestation permanente. La contestation est l'âme des faibles. Tu es en train de dire, j'ai été bête et on a volé mon élection. C'est ce que ça veut dire la contestation. Même quand on dit que la commission électorale est aux ordres de l'autre, qu'avons-nous fait pour maîtriser cette commission électorale? Bref, c'est toute une machine pour aller aux élections.
Vous savez, au Burkina, on a permis des candidatures fantaisistes avec des gens qui ont à peine 30 millions de francs CFA et qui sont allés aux élections présidentielles. Mais je crois que ça, on peut appeler ça démocratie. Mais moi, je n'appelle pas ça démocratie. Parce qu'on a permis à quelqu'un de gaspiller ces 30 millions avec des risques de suicide par la suite. Ce n'est pas comme ça la démocratie. Pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir une machine de guerre. Il faut avoir une machine électorale. Il faut avoir un dispositif électoral. Donc bref, il faut que nous puissions réfléchir à l'amont pour éviter les violences de l'aval. Voilà, le chef de l'État a remporté donc 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition, John Dramani Mahama. Et que traduisent ces chiffres selon vous? Non, ça veut dire que les hommes politiques, les partis politiques au Ghana sont très organisés. C'est très organisé parce que le score est très serré. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un travail de terrain qui a été fait. Les gens sont formés pour faire de la politique. Ce n'est pas de l'à peu près. Parce que ça veut dire que tous les coins-recoins du Ghana ont été pris d'assaut par les responsables de ces deux partis. Parce qu'ils se sont talonnés. Donc, ce n'est pas qu'on se lève, et vous savez, 10 candidats qui se réunissent pour avoir 1%. Ça veut dire que c'est des candidats fantaisie qui ne peuvent pas faire le travail. Mais les autres, dans toutes les régions du Ghana, ils ont leur représentation. Dans toutes les villes du Ghana, ils ont leur représentation. Donc, ils n'ont pas attendu la veille. Et c'est ce qu'on remarque dans les pays francophones. On attend toujours la veille pour trouver des failles. Non, il faut commencer la politique très tôt. Ça veut dire que la politique, on ne s'improvise pas en politique. On apprend à faire de la politique. Et quand on vous apprend à faire de la politique, on vous apprend à faire de la stratégie. Donc, la politique, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, c'est aussi dans les coins reculés. Et le Ghana vient de nous montrer que pour réussir une élection, pour réussir à être élu président du Ghana, il faut se lever tôt. Si le président actuel n'avait pas un bilan à présenter, je suis sûr qu'il serait battu. C'est son bilan qui plaide en sa faveur. Et c'est la juste limite, parce que différence de 3 ou 4 points, ça veut dire que quelque part, les Ghanéens lui donnent un signe pour dire, fais attention, au premier mandat, tu n'as pas satisfait tes compatriotes. Donc au second mandat, tu ferais mieux. Parce que après son départ, quand il va finir son mandat, son parti présentera un autre candidat. Et ceux qui ont été deuxièmes ne se l'ont pas fait. Ils ont compris maintenant qu'ils ont commis des erreurs et que dès la prestation de serment pour le second mandat, ils doivent commencer déjà à préparer la prochaine élection. Et c'est ce qu'on reproche aux hommes politiques dans les pays francophones. Quand on finit une élection, tout le monde va se reposer. On attend 2 ans après, on se repose, on se tait. Celui qui a au pouvoir, il manipule les tests, il change les tests en sa faveur. Et à 18 mois ou à 15 mois de l'élection présidentielle, on se lève, on se met à crier. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire un travail de la base au sommet si vous voulez gagner. La victoire, ce n'est pas en 1 mois, en 1 semaine. C'est un travail de longue haleine. Donc, je demanderais aux hommes politiques africains de prendre exemple sur ces 2 parties-là. Parce que quand vous voyez un score si serré, c'est qu'un travail a été fait sur le terrain. Voilà, alors seulement 515 524 voix séparent donc le président Akufo-Addo de son prédécesseur Mahama, devenu donc chef de l'opposition depuis 2016. Qu'est-ce qui a empêché l'opposant de revenir au pouvoir selon vous, Patrick Amon-Poyon? D'abord, ce n'est pas seulement 500 et quelques mille. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir dit. Ouais. C'est beaucoup aussi. Il y a eu des candidats au Bénin qui ont eu 75 voix dans tout le Bénin. Donc, 500 et quelques mille voix, ce n'est pas seulement. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché l'autre? Oui, d'abord, il faut dire, quand il est parti, souvent, c'est vrai, nous parlons de bilan. Il y a aussi la manière. C'est-à-dire que je me rappelle à la veille des élections, il y a 4 ans, j'étais en train de voyager au travers du Ghana et j'étais chez un mécanicien. Et il me disait que le président va partir, qu'ils attendent les élections seulement. Et je dis pourquoi? Il dit non, il n'y a pas de raison, on ne l'aime pas. Donc, parfois, c'est la manière, les discours, les ceci. Donc, bref, il est parti il y a 5 ans. Mais, n'oubliez pas que celui qui est là maintenant est un vieux de la vieille. Tout à fait. Qui a laissé sa bosse un peu partout dans les pays. Fils d'ancien chef d'État, il faut préciser. Voilà. Fils d'ancien chef d'État. Voilà. Donc, il est... Et puis, le président sortant. Donc, il sait un peu et il a les arcades du pouvoir. Vous savez, celui qui est au pouvoir, là, il a trop de choses à distribuer, comme M. Soudé l'a dit. Il a trop de choses à distribuer. Et tous ces ministres, tous ces députés, tous ces DG, tous ces chefs de service, on les renvoie sur le terrain pour aller faire campagne. Donc la prime du sortant a fait la différence.
La prime du sortant, à mon avis, fait la différence. C'est pas que l'autre a perdu ou a mal fait quelque chose, mais la prime du sortant a joué. Je suis de nouveau profondément touché par la confiance que vous m'accordez. Je ne la prends pas à la légère, a déclaré le président en sortant à une foule de ses partisans rassemblés devant chez lui après l'annonce des résultats. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis au président Nana Akufo-Addo de remplir? Non, comme je l'ai dit, il y a son bilan, mais il y a que beaucoup de personnes gravitent autour de lui. Et les ministres ont envie d'être toujours ministres. Les directeurs de société ont envie toujours d'être directeurs de société. Les députés ont envie de renouveler leur mandat. Donc, chacun est allé dans son coin. Chacun est allé dans son village. Chacun a commencé un certain travail depuis un temps dans son village pour permettre à leur leader de revenir. Si le leader revient, c'est qu'ils maintiennent leur autorité. Donc, cela aussi a milité en sa faveur. Vous voyez, généralement, un président n'a pas beaucoup d'intérêt à revenir. Mais ceux qui gravitent autour de lui ont intérêt à ce que le leader revienne. Parce que si le leader revient, moi, j'aurai ma part du gâteau. Donc, c'est cela qui a milité au-delà du bilan que les Ghanéens ont vu. Sinon, 500 000 voix, c'est que peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est pourquoi il a dit aux Ghanéens qu'il les remercie pour la confiance. Parce qu'il sait que à peu de choses, il pourrait partir. Donc, il a intérêt à redoubler d'efforts. C'est comme c'est une école. Et désormais, les ministres doivent déjà commencer par préparer la prochaine élection parce qu'ils savent que celui qui est là, il va faire demander, il va partir. Est-ce qu'il faut conserver le pouvoir avec le même parti? Ce qui est sur le parti de Dramani ne va pas croiser les bras. Il va toujours chercher les failles pour qu'à la prochaine élection, qu'il reprenne le pouvoir. Voilà. Alors, le bilan de Nana Akufo-Addo, Patrick Armand-Pouillon, selon vous, sur quel levier il a pu actionner sa gouvernance et quel est le résultat, selon vous? En fait, j'ai écouté les Ghanéens. Je crois qu'ils ont insisté sur le fait qu'il a rendu le lycée gratuit. Il a rendu le lycée gratuit. Je crois que c'est des trucs populaires. C'est-à-dire qu'il a rendu le lycée gratuit. Sinon, je n'ai pas traversé vraiment le Ghana pour voir. Je sais que côté corruption de la police, ça là, il n'a pas fait grand-chose. Hein, parce que je suis un usager qui prend la route et je peux vous dire que vraiment, dans la sous-région actuellement, les policiers les plus corrompus sont les Ghanéens. Ça là, bon, je n'ai pas été au Nigeria quand même, mais les policiers les plus corrompus du pays francophone plus que Ghana, je crois que c'est le Ghana aujourd'hui. Et ça, il n'a pas réussi à ce niveau-là. Maintenant, sur les autres plans, infrastructures, je n'ai pas traversé beaucoup le Ghana, mais pour avoir écouté les Ghanéens, ce qui les a le plus accrochés, c'est la gratuité du lycée après la gratuité du primaire. Ils ont beaucoup apprécié cette culture-là. Alors, côté bilan, qu'est-ce que Nana Akufo-Addo a pu faire pour sa réélection? On sait donc qu'il a bénéficié d'un bilan plutôt positif. Il a quand même réussi, on va dire, à repositionner le Ghana diplomatiquement. On a vu de très grands chefs d'État du monde entier venir à Accra le rencontrer. Il a, dans un discours qui a été très apprécié par les panafricanistes, notamment devant le président français Emmanuel Macron, dit que les Africains devraient arrêter de penser à ce que les nations, on va dire, les nations européennes pouvaient leur apporter et donc essayer de traiter d'égal à égal avec les Européens. On a vu qu'il a quand même essayé, on va dire, de se mettre dans la peau de grands panafricanistes tels Kwame Nkrumah, notamment au Ghana, ou d'autres grands chef d'État, John Jerry Rawlings, paix à son âme, récemment aussi, qui a marqué l'histoire politique du Ghana, forcément. Est-ce que, selon vous, je dirais, cette posture-là, on va dire, ce feeling-là qu'il a essayé d'avoir dans la droite ligne de grands chefs d'État du Ghana n'a pas aidé quelque peu? Oui, ça c'est à l'international, hein, au niveau du Ghana même. Il y a les mesures sociales. Hein. Bon, le lycée est gratuit, mais je confirme, je dis au coach que je confirme que les policiers ghanéens sont corrompus. Parce que j'ai fait le trajet Cotonou-Accra. Je sais ce que ces Ghanéens m'ont pris, hein, suffisamment d'argent. Ils s'en foutent de vos pièces, hein. Ils s'en foutent que vous soyez de la CEDEAO. Ils sont corrompus, très corrompus. Et ça, le président ghanéen n'a pas pu lutter contre ça. C'est vrai que quand vous rentrez dans la ville, vous parcourez un peu le Ghana est par endroits en chantier. La ville d'Accra a été développée. Bon, mais
ce qui est fait à l'international n'a pas milité en sa faveur, puisque les étrangers n'ont pas voté, ce sont les Ghanéens qui ont voté, ils ont voté à partir de ce qu'ils vivent dans leur pays. Et ce qui a fait qu'il est revenu certainement, c'est peut-être cette mesure de lycée gratuit. Sinon, au-delà de cela, bon, la corruption partout où vous passez, les policiers vous rançonnent. Donc, et puis, est-ce que là, il y a la question du chômage qui n'est pas réglée aussi. La plupart, jusqu'à 35 ans, les gens ont fini d'étudier, mais ils n'ont pas de travail. Ils sont obligés de se lancer dans le système. Et quand ça se passe comme ça, la majorité, la population du Ghana, c'est compris entre 18 et 35 ans. Ils sont les plus nombreux. Malheureusement, ils n'ont pas de travail. Donc, et le président a intérêt, s'il veut que son parti conserve le pouvoir après son départ, il a intérêt à ce que ces jeunes-là puissent trouver du travail. Parce que dans les pays africains, quand vous regardez bien, sur le terrain politique, les gens qui sont les plus mobilisés, c'est la jeunesse. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, ceux qui sont à l'université, qui aspirent à un emploi, ils se disent, si je me bats pour qu'un candidat soit élu, quand il sera au pouvoir, certainement qu'il va améliorer les conditions d'études, il va améliorer les conditions de vie et de travail, il va nous trouver des emplois. C'est pourquoi dans les pays africains, les jeunes se lancent dans la politique. Mais le Ghana, la diplomatie offensive, les Ghanéens s'en foutent et ils veulent vivre, ils veulent être heureux. Patrick Amanpoyon, vous vouliez réagir? Oui, c'est pour dire que je suis totalement d'accord avec cette analyse. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est les panafricanistes, c'est les ceci et tout ça qui ont apprécié. Mais le Ghanéen, ils sont pragmatiques, c'est des anglophones, hein, c'est pas des francophones. Hein. Ils ne sont pas les gros mots, ça ne leur dit pas grand-chose. Hein. Il faut du concret au Ghana. Et je crois qu'à ce niveau, le président Nana doit faire beaucoup. Hein. Il doit faire beaucoup dans ce domaine. Hein. Et je crois que les mesures sociales ont contribué pour lui, la prime du sortant a contribué pour lui. Mais en termes de réalisation, quand vous écoutez même les émissions, vous n'entendez pas des choses. Vous n'entendez pas des choses. Donc il va falloir que dans ce deuxième mandat, je crois que dans le premier mandat, il a été beaucoup plus stratégique qu'efficace. Il a beaucoup travaillé à sa réélection et non à la réalisation de ses propres choses. Et je crois que dans le deuxième mandat, il doit travailler à la réalisation d'un certain nombre de choses. Parce que je crois que, exactement comme il a dit, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose. Quand on va au Ghana, on ne voit pas grand-chose. Il y a peut-être des trucs macroéconomiques qu'on prend pour nous bluffer là. Mais vraiment, dans le concret du Ghanéen, il a encore beaucoup à faire. Et d'abord, vous voyez l'écart qui n'est pas grand, alors qu'il a la prime du sortant. Tout ça là montre que le bilan n'est pas aussi évident que ça. Donc il va falloir que véritablement, dans le deuxième mandat, il mouille le maillot. Alors, visiblement, vous parlez de chiffres macroéconomiques. C'est visiblement l'un des terrains sur lesquels le président a, on va dire, semble-t-il, séduit le plus. Il a voulu rompre avec les institutions de Bretton Woods. Il estime que le développement, pour toucher effectivement les masses laborieuses, il ne faut pas rester sous le joug de ces institutions-là. Visiblement, il n'a pas pu, on va dire, pour le moment, mener à terme son projet. On sait que la pandémie du coronavirus est intervenue entre-temps. Personne ne pouvait le prévoir. Est-ce que, selon vous, sur ces volets-là aussi, il n'y a pas quelque chose à saluer? Non, vous savez, le problème, c'est quoi? Les chiffres macro que vous donnez sur le vécu quotidien de vos compatriotes, ça apporte quoi? Qu'on dise que, bon, on est passé à 2 chiffres, qu'on est passé à 3 chiffres, machin, pour que à l'extérieur, le Ghana est bien vu, à l'extérieur, le Ghana veut se séparer des... Le Ghana a gagné quoi? C'est ça la réalité. Le Ghanéen a gagné quoi? Parce que celui qui allait voter, c'est le Ghanéen. Celui qui vit au Ghana, c'est le Ghanéen. Celui qui veut du travail, c'est le Ghanéen. Celui qui veut être mieux soigné, c'est le Ghanéen. Celui qui veut trouver du travail, c'est le Ghanéen. Les chiffres qu'on nous balance dans les pays africains, on aime ça. On aime donner les chiffres. Et on est bien vu de FMI, on est bien vu des institutions de pression. Mais dans le pays, les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens n'ont pas du travail. Donc les Ghanéens, j'ai dit bien, ils s'en foutent de chiffres que vous donnez à l'extérieur. Sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le président a compris qu'il y avait danger. Parce qu'il a dit, merci pour la confiance qu'on lui a renouvelée. C'est qu'à quelques chiffres près, il aurait échoué. Donc, c'est un signal fort qu'on lui a envoyé. Tu devrais faire mieux. Tu devrais mieux t'occuper de tes compatriotes. Tu devrais penser plus aux Ghanéens que de penser à l'image du Ghana. Donc, c'est pas l'image à l'extérieur. Les pays africains sont bien vus, on nous accorde des points, on fait des bons, mais quand vous venez à l'intérieur, vous constatez que leurs compatriotes souffrent.
Donc les Ghanéens n'ont pas tenu compte de ce qui se dit à l'extérieur, mais ils ont réagi en fonction de ce qui se fait à l'intérieur. Alors, plus de la moitié des électeurs avaient moins de 35 ans, on en parlait aussi. Le pays de 30 millions d'habitants environ, sur quel levier Patrick Armand-Pouillon il doit axer le prochain mandat concrètement? Est-ce que selon vous, côté économie, pour tout ce qui est fait jusque-là pour défendre le pays, pour essayer de le relancer économiquement, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est peut mieux faire? Non, on veut relancer quoi en réalité? On veut relancer les chiffres macroéconomiques. Vous savez, la plupart des pays qui ont des chiffres macroéconomiques élevés, regardez le taux de pauvreté. En réalité, ils connaissent les indices qui sont utilisés pour calculer les taux de ceci, de macroéconomique, les taux de croissance, et ils donnent les éléments pour que ces taux-là soient forts. Mais dans la réalité, je donne un exemple très simple. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire qui cultive du café-cacao. C'est-à-dire qu'on augmente la production de café-cacao et on vend plus de café-cacao, les taux seront élevés. Mais en dehors du paysan qui lui-même est exploité, qui gagne quoi concrètement dans ce café-cacao? Donc c'est pour dire qu'il faut que les gens commencent par dire croissance, oui, mais croissance inclusive. Tout le monde doit être impliqué dans la croissance. Parce que le Ghanéen, sa vie ces dernières années, c'est pas le président Nana seulement, hein. Même avant lui, depuis le président Raolis, on est en train d'aller derrière. On est en train de reculer en termes de performance, en termes de choses. Et la clé de tout ça, c'est le degré de corruption. Si tout est corrompu, comment voulez-vous que les gens aient investi au Ghana s'ils sont arnaqués partout, s'ils sont donc, c'est pour dire que la première chose qu'il doit faire, c'est faire en sorte que l'argent de l'État profite aux Ghanéens. C'est ça la première chose. Et donc, ça doit entraîner l'emploi, ça doit entraîner la formation des jeunes, ça doit entraîner des projets concrets en termes de développement, la reconstruction du pays. La reconstruction du pays, je crois que si c'est tout un chantier. Je prends par exemple l'exemple des États-Unis où nous avons pris le mauvais exemple de Donald Trump. Prenons le bon exemple de Joe Biden. Il a un plan de reconstruction de son pays qui doit nous inspirer. Il veut reconstruire les routes, il veut reconstruire les ponts, les écoles, les centres de santé. Oui, ça va créer de l'emploi. Il faut un vaste programme de reconstruction. Aujourd'hui, le Ghana emprunte moins cher. Il faut utiliser cet argent pour un vaste programme de reconstruction. Alors, Moïse Soudé, Patrick Armand-Pouillon parlait de lutte contre la corruption. On sait que sur ce chantier-là, le président a essayé de faire des efforts. Il a notamment mis en place une commission dont il a nommé le président. Le président de la commission a démissionné avec fracas juste quelques jours avant le scrutin-là. En partant, il disait que le président a essayé de l'utiliser comme un pion. Quelle est votre lecture sur cette affaire-là qui aurait, on va dire, pu causer plus de tort au président en sortant dans la quête de son second mandat, notamment sur le terrain de la lutte contre la corruption? Il y a eu visiblement des avancées, on a fait arrêter des gens, il y a des commissions, notamment des personnes que aucun citoyen ghanéen ne connaît physiquement, qui rentrent dans des structures, qui se font passer pour d'autres pour révéler l'état de la corruption dans beaucoup de domaines dans le pays. Il y a un travail qui est fait, mais visiblement, ce n'est pas assez suffisant. Non, c'est de la poudre aux yeux. Vous savez, je ne sais pas si un jour, on pourra réellement lutter contre la corruption en Afrique. C'est pas possible. Ouais, je vous dis, vous voulez rentrer, vous quittez votre pays, vous voulez rentrer au Ghana. Vous êtes accueillis par la corruption. Vous êtes accueillis par la corruption. On vous arrache suffisamment d'argent. Si déjà, à l'entrée d'un pays, ceux qui doivent assurer la sécurité sont corrompus, on ne cherche même pas à fouiller dans vos affaires. On vous dit juste de donner tel nombre de sud, vous donnez, puis on continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? On s'en fout. Qu'est-ce que vous avez ramené? On s'en fout. Donc, c'est difficile, la lutte contre la corruption. Il faut d'abord... Parce que on punit qui? Regardez bien dans les pays africains. On ne punit pas les gros morceaux. On ne punit pas les gros morceaux. On protège les gros morceaux. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption doit être pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les menus frétins. Il faut frapper fort. Parce que si au sommet de l'État, qu'il y a des gens, il y a des corrompus, des corrupteurs, il sera difficile pour le chef de l'État. Parce que sur le terrain politique, lutter contre la corruption, vous risquez de perdre des militants. Vous risquez d'être impopulaire. Et le chef de l'État qui aspire à
à un second mandat, généralement, ne cherchent pas à être impopulaires. Donc, il faut mettre d'autres moyens sur pied. J'ai dit, pour lutter contre la corruption en Afrique, il faut d'abord apprendre aux gens à respecter le bien public. Il faut donner à chaque citoyen ce qu'il mérite. Et il faut sanctionner en commençant par le sommet. Parce que si dans le gouvernement, donc le président va dire que dans son entourage, il n'y a pas eu de corrompus, il faut d'abord sanctionner au sommet de l'État. Quand vous sanctionnez correctement, je crois qu'à la base, les gens ne le feront pas. Et tout le monde, en Afrique, on a de la famille partout. Et personne ne veut défendre. Donc sur ce terrain-là, le président a intérêt à redoubler d'ardeur, à faire en sorte que les Ghanéens puissent croire en cette politique de lutte contre la corruption. Parce que les gens se disent, il se fout de nous, il ne veut pas lutter contre la corruption. Dans son rang, il a des corrompus, il a des corrupteurs. Pourtant, il ferme les yeux. Patrick Amon-Poyon, lutte contre la corruption, est-ce qu'il n'y a pas eu des efforts? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'améliore? Non, je crois qu'il y a des symboles. Hein. Vous savez, M. Souda a parlé de l'entrée du Ghana. J'aurai l'occasion de parler de ça. Mais il y a aussi, quelque part, ils appellent ça bureau immigration. Et on fait descendre tout le monde et on prend de l'argent systématiquement. Au fait, ils jouent sur quoi? Ils jouent sur time is money. C'est-à-dire que si tu refuses de donner, ils ne vont pas te contrer la donner, mais ils vont te faire perdre du temps. Donc, ils jouent sur le temps. Donc, on te laisse là, on ne dit rien. Donc, tu finis par donner pour pouvoir passer. Je crois qu'on n'a pas besoin d'une commission pour taper dans ça. Au temps de Rawlins, il n'y avait pas ça. Au temps de Rawlins, aucun policier ghanéen ne peut avoir le courage de te prendre de l'argent. Je crois qu'on n'a pas besoin de grosses commissions pour taper dedans. Au Bénin, il y avait ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous étiez au courant, le premier cachet de Porga. C'est-à-dire, tu arrives à Porga, tu es même béninois, tu as un nouveau passeport qui n'a jamais eu. Le cachet de Porga, c'est 5 000. Mais il a fallu un ministre de l'Intérieur pour taper dedans. Le commissaire a été radié. Et après, aujourd'hui, circuler dans le Bénin, vous n'avez pas cette persécution. Vous savez, le Ghana, de Cotonou jusqu'à Abidjan, vous avez à peine 700 km². Mais faites ça. Vous allez faire au minimum 24 heures. Au minimum, parce qu'ils savent que la frontière se ferme là-bas. Donc, vous êtes obligé de faire vite pour que la frontière ne se ferme pas. Donc, voilà des choses sur lesquelles il faut travailler. On ne peut pas avoir 10 postes de contrôle sur 80 km. 10 postes de contrôle sur 80 km. Le Bénin a réglé ça. Donc il y a des points sur lesquels on peut taper. Ce n'est pas commission, non. Il y a des actes clairs et nets sur lesquels il faut jouer. Donc bref, le président Nana, et vous avez la démission de ce monsieur Andy Long. On veut l'utiliser comme un truc pour dire, ouais, voilà, vous le connaissez, c'est un grand lutteur de corruption, je l'ai nommé, il a démissionné. Je crois que le président doit tenir compte de ça et non pas nommer, mais agir. Alors, le président a appelé à l'unité et à la paix au Ghana. Le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte. Selon vous, est-ce qu'il a clairement appelé l'opposition à se joindre à la majorité, notamment à l'Assemblée, pour faire avancer le pays? Est-ce que c'est un discours que vous appuyez? Non, on embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. On embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Si l'opposition s'associe à lui pour travailler dans la paix, l'opposition aura quoi? L'opposition, à la fin, ne sera pas comptable de son bilan. Ne sera pas comptable. Et moi, je crois qu'il ferait mieux de prendre le projet de société de l'opposition, ce qu'on lui a reproché lors de la campagne. Ouais, mais parce que le problème, c'est quoi? Le peuple veut quoi? Le pain et la paix. Il faut donner d'abord le pain aux gens. Il faut donner la santé aux gens. Il faut donner du travail aux gens. Donc, il y a un certain nombre de choses. Si vous voulez que les gens soient d'accord avec vous, ce que vous avez décidé de faire, faites-le. La lutte contre la corruption, c'est très important. Parce que vous imaginez, à la police de Aflao, vous payez, on vous prend 50 cedi. Vous prenez 50 cedi. Alors, le bus que vous prenez d'Aflao pour vous rendre à Accra, ça fait 28 cedi. Donc, pratiquement le double, on vous prend avant que vous preniez le bus. Il y a ces réalités-là qui font que quand les gens vont au Ghana, les gens ne vont plus au Ghana comme ça, parce que les affaires ne marchent pas. Le taux de corruption est élevé. Le coach l'avait dit au départ, les gens ne veulent pas investir dans votre pays. Donc, s'il veut que sa population soit avec lui, il faut régler un certain nombre de détails. Permettre aux investisseurs étrangers de venir investir au Ghana. Et quand l'investisseur viendra,
investir, c'est qu'il va créer de l'emploi. Et créer de l'emploi revient à dire qu'on va recruter des Ghanéens dans ces entreprises-là. Mais si le taux de corruption est très élevé, aucun investisseur ne viendra investir son argent chez vous. Donc, voilà un premier levier sur lequel il doit appuyer, parce que s'il donne du travail à ses compatriotes, s'il assure leur sécurité, il assure leur santé, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour travailler? Parce qu'on ne se met pas ensemble. Il ne faut pas lancer un discours à la face du monde pour dire « moi j'ai appelé mes compatriotes à l'unité, mais c'est eux qui ont refusé ». Vous leur proposez quoi en retour? Parce qu'il ne faut pas tenir ces discours-là pour vous donner une image à l'extérieur du pays. L'essentiel, c'est de les mettre ensemble, pour qu'ils puissent travailler avec vous, que vous puissiez exploiter les compétences qui se trouvent dans l'opposition, que vous puissiez exploiter les idées proposées par l'opposition. Parce qu'en Afrique, c'est quoi? On dit devant tout le monde, on va faire gouvernement d'unité nationale, on va travailler. Mais ça se limite au discours. Dès qu'on a le pouvoir, on se met à traquer les gens de l'opposition. Donc je crois qu'il ne faudrait pas que le président ghanéen aille sur ce terrain à l'instar des autres présidents africains. Alors, Patrick Amonkpoyon, possibilité de s'unir avec l'opposition pour faire avancer le pays au niveau du Parlement notamment, votre lecture? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que les deux camps sont assez structurés. Ce n'est pas une opposition destructive, ce n'est pas une opposition qui va s'opposer, comme M. Soudé l'a dit, à l'emploi, qui va s'opposer au développement, qui va s'opposer aux infrastructures. Donc, on n'a pas besoin qu'ils viennent au gouvernement ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas venir. C'est-à-dire que non, on n'est pas dans le cas des pays où l'opposition n'est pas structurée et on doit se mettre ensemble. Non. Ici, l'opposition est structurée, est capable de s'autofinancer, est capable de s'organiser. Donc, laissons l'opposition à sa place pour permettre justement que le président puisse entendre de temps en temps d'autres sons de cloche qui vont lui permettre de redresser la barre, mais il n'a qu'à aller, c'est-à-dire satisfaire la population. C'est-à-dire beaucoup de personnes doivent comprendre que la meilleure façon de faire campagne, c'est de satisfaire la population avec l'argent de la population. Je crois que c'est ça qu'il doit faire. Satisfaire la population, parce que si la population a l'emploi, la santé, l'éducation et autres, personne ne peut le critiquer à la fin de son bilan. Nana Akufo-Addo, on va dire, a été très offensif diplomatiquement. On sait qu'il a conduit plusieurs missions, notamment de médiation, que ce soit en Guinée ou au Togo, par exemple. Ces pays-là, qui sont traversés par des difficultés d'ordre politique, est-ce que ces pays-là ont un message à entendre de la part du Ghana aujourd'hui? Mais oui. Déjà, le premier message que le Ghana envoie à ces pays-là, c'est que l'opposition dans ces pays doit désormais s'organiser. On ne s'oppose pas à une personne, mais on s'oppose à un système. Donc, la première leçon que les pays doivent tirer, c'est qu'il faut que désormais l'opposition s'organise de la base au sommet. On ne se lève pas pour dire qu'on est opposant. On ne décrète pas qu'on est de l'opposition. Il faut traverser le terrain. La deuxième leçon que le Ghana donne, c'est que les hommes politiques doivent savoir qu'on ne fait pas la politique à partir de l'improvisation. On va à l'école de la politique. On est formé pour faire de la politique. Et désormais, on doit savoir que quand on est au pouvoir, on a été élu pour faire le bonheur de ses compatriotes. Quand vous ne faites pas ce bonheur-là, vos compatriotes ont la possibilité de vous faire partie. Et l'opposition ghanéenne vient d'envoyer un signal fort, parce que le pourcentage, moi, depuis que je suis né et qu'on fait l'élection en Afrique, je n'ai pas vu ce score si serré, très serré. Ailleurs, c'est un chaos retentissant. Et vous voyez, au Ghana, on a permis qu'il y ait 12 candidats. Même si 10 candidats à eux seuls ont fait qu'on appelle 1%, il faut que désormais en Afrique, on ouvre le jeu démocratique. Donc voilà les leçons que le Ghana envoie, notamment aux pays francophones. Alors, Patrick Amonkpoyon, s'il y a un pays qui, on va dire, est très intéressé par ce qui se passe au Ghana, c'est forcément la Côte d'Ivoire, pays limitrophe, très intéressé, et dans une coalition avec le Ghana, notamment sur des chantiers, on va dire, économiques comme le cacao, par exemple. Des leçons pour les Ivoiriens au travers de cette élection? Oui, besoin de s'organiser. Vous savez, on reproche beaucoup de choses au président Alassane Ouattara, je suis d'accord, mais l'opposition ivoirienne aussi qui a tendance à ce que chacun joue cavalier seul. Oui, chacun joue cavalier seul. Afin Guessan annonce la création de CNT,
Et Laurent Gbagbo prend le téléphone pour appeler le Premier ministre. Guillaume Soro parle d'autres choses. Vous voyez, il y a trop de cavaliers seuls. Il faut que les gens comprennent qu'il est temps que l'opposition, on appelle l'appétit personnel, les intérêts personnels puissent laisser place à un groupe qui se dit c'est ensemble qu'on peut gagner. Je vais vous dire, en réalité, il y a une force en stratégie qu'on appelle l'énergie du désespoir. Au fait, les opposants africains ne savent pas utiliser l'énergie du désespoir. En réalité, quand vous prenez en Côte d'Ivoire, là, c'est vrai, Bédié n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un, il en a suffisamment. Mais il veut le pouvoir. Et il est dans une situation humiliante depuis quelques années. Ça veut dire quoi? Il doit se dire, c'est notre vie qui dépend. C'est notre vie qui dépend de ça. S'il ne savent pas utiliser l'énergie du désespoir, il ne peut pas renverser la table. Et c'est ça l'erreur. Au Ghana, le président sortant, l'ex-président Dramani a utilisé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'il a besoin de revenir au pouvoir. Son parti a besoin de revenir au pouvoir. Alors ils ont mis tous les moyens comme si leur vie en dépendait. Voilà pourquoi ils sont arrivés à ce score très élevé. C'est pour dire qu'ils étaient à 2 pas de gagner les élections. Donc c'est clair, l'opposition a besoin d'entendre une leçon pour voir que, attention, c'est possible. C'est possible de renverser le président sortant si on se met ensemble, qu'on oublie les intérêts égoïstes et personnels et on travaille ensemble à renverser la table. C'est quand on a renversé la table qu'on peut parler d'intérêts égoïstes. Vous prenez par exemple au Congo, Kinshasa, vous avez dû constater que autour de Tshisekedi, tout le monde s'est mis ensemble parce qu'ils ont dit l'ennemi à battre aujourd'hui, c'est Kabila d'abord. Et après, on pourra maintenant parler d'intérêts égoïstes, d'intérêts personnels. Bref, je crois que c'est la leçon fondamentale qu'il faut tirer de cette élection. Organisons-nous depuis la base, comme M. Soudé l'a dit, depuis la base jusqu'au sommet. Ce n'est pas se lever pour matin, je vais être candidat, lever par là, je vais être par là. Non. Est-ce que tu as une base? Est-ce que tu as travaillé à avoir des conseillers municipaux, des maires, des députés, des ceci? Est-ce que tu as travaillé à avoir des représentants de la commission électorale? Est-ce que c'est tout ce travail? Je crois que nous devons apprendre. Et surtout, vous savez, aux États-Unis, tout citoyen a une formation politique. Et aujourd'hui, en Afrique, nous bavardons beaucoup, mais presque même les hommes politiques eux-mêmes sont des analphabètes en politique. Donc vous voyez un peu, c'est difficile comme ça de construire un leadership politique. La formation, l'autre levier sur lequel il faut axer, visiblement les Ghanéens étaient bien préparés à la chose politique, ils ont fait le travail sur ce terrain-là. Vous savez, en politique, on ne s'improvise pas en politique. On apprend à faire de la politique, parce qu'en politique, c'est la stratégie. Et quand vous adhérez à un parti, chaque parti a une école de formation. C'est-à-dire qu'on organise des séminaires, on organise des recyclages, pour apprendre, par exemple, aux hommes politiques de ce parti-là, la prise de parole en politique. Comment mener un débat politique, comment élaborer une stratégie, comment élaborer un projet de société. Donc, dans les partis, il faut former les citoyens. Quand vous ne les formez pas, votre parti ne peut pas tenir ici. Les gens sont dans les partis, ils ne vont jamais aux réunions, ils ne cotisent pas. Un parti, tout à l'heure, le coach l'a rappelé, le parti d'opposition ghanéen est autonome. Ils ont les moyens de se gérer, ils peuvent entreprendre des choses. Dans les autres pays africains, on attend que les leaders de l'opposition mettent la main à la poche. Et quand le citoyen à la base ne contribue pas au fonctionnement du parti, quand vous ne formez pas le citoyen à la base, il ne peut pas conquérir le pouvoir. Donc il faudrait qu'on voit désormais la politique autrement. Ce n'est pas on vient seulement en politique pour s'en mettre plein les poches, on vient seulement en politique pour dire lui, sa tête ne me plaît pas, il faut dégager. Quand on est en politique, il faut toujours proposer à celui qui est en face de vous une alternative crédible. Donc moi je m'attarde sur les pays africains parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe dans les pays anglophones comparativement aux pays francophones, c'est pas la même chose. Au Ghana, on a fait de la politique une école. Au Nigeria, c'est la même chose. Mais au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. On se lève, on entre en politique parce qu'on a un peu d'argent. Normalement, pour gravir les échelons, pour être président de la République, il faut avoir commencé, il faut avoir occupé, il faut avoir été élu plusieurs fois, peut-être député, mais il faut participer à les scrutins. Mais il y a des gens qui n'ont jamais participé, même à une petite élection, et on les retrouve au sommet de l'État. Donc ils n'ont aucune expérience. Et dans le parti, on ne fait pas de la formation citoyenne, on ne fait pas de la formation politique. Et quand on vient, c'est ça qui fait que
dans les pays francophones, quand les gens viennent au pouvoir, parfois, ils dirigent les pays au pifomètre. Encore que dans certains pays, on a des gens qui sont élus sans parti politique, des candidats indépendants qui se retrouvent à la tête des pays. Patrick Armand-Pouillon, une question, on va le dire, en lien avec le Ghana, bien évidemment. Le président Nana Akufo-Addo a décidé de lancer, pourquoi pas, une campagne de sensibilisation pour promouvoir le retour des Afro-Américains. On a vu plusieurs personnalités du monde des médias, du monde, on va dire, des films, du monde, on va dire, de la jet set. Peut-être des personnalités rentrées au Ghana, récupérer des passeports. Sans doute aussi que c'est une stratégie pour permettre un retour de capitaux, parce que ces personnalités-là, souvent, viennent avec beaucoup d'argent. Oui, c'est une bonne idée, mais un cavalier seul, c'est pas évident. Vous savez, l'Américain, quand il est aux États-Unis, l'Afro-Américain, quand il est aux États-Unis, on le traite d'étranger. Quand il vient en Afrique, on le traite d'étranger. Ils ont un problème de où est-ce qu'ils sont chez eux. Et donc, c'est pas juste passeport, juste cavalier seul d'un pays, non. Je crois qu'un projet comme ça doit être plus intéressant au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire que si nous rentrons dans chacun veut faire dans son côté, donner passeport, tout ça, ça a été fait au Gabon longtemps. Vous vous rappelez, les révérends Sullivan ont eu des passeports gabonais et tout. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas du jour au lendemain. Imaginez, vous nous prenez tous autant que nous sommes là. Vous nous prenez maintenant, vous allez nous installer dans un autre pays qui n'est pas le nôtre. Vous voyez, on a tendance à rentrer chez soi. Donc je crois que c'est un travail profond et de longue haleine. Et qui ne doit pas être seulement un travail parce qu'on veut profiter de leurs ressources. Non. Il faut leur offrir vraiment un retour sécurisé, organisé et tout. C'est pas évident. C'est pas aussi facile que ça, que de prendre des passeports et tout ça. Je crois que le président Nana, par son premier mandat, a fait beaucoup de choses comme ça qui manquent de profondeur et d'enracinement. Dans le deuxième mandat, il n'a qu'à enraciner des choses dans le marbre. Alors, favoriser le retour des descendants d'esclaves, les encourager à vivre et à investir sur la terre de leurs ancêtres, c'est forcément un beau projet. C'est un beau projet qu'il faut bien organiser. Parce que s'ils viennent, il faut qu'ils soient intégrés. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Il faut qu'on leur donne les possibilités d'investir. Il faut que d'abord, pour leur rapatriement au pays, que les conditions soient réunies. C'est vrai que c'est un projet qui permettra au Ghana d'avoir beaucoup de capitaux. Mais il faut encore que le Ghana lutte toujours contre la corruption. Parce que si les gens se décident à rentrer en griffe chez eux et investir, que toutes les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas leur faciliter la création des entreprises, on ne peut pas leur faciliter l'obtention des documents dont ils ont besoin pour s'installer. Ça ne servirait à rien de lancer ce projet. Donc, il y a des éléments à mettre en place. Il ne faudrait pas qu'on le dise, ça soit une profession de foi, mais il faut que ça soit bien pensé. Je sais que dans plusieurs pays africains, on avait déjà proposé au Bénin qu'on va demander aux esclaves de revenir, mais après ça a été un discours où rien n'a été fait, personne n'est rentré. Donc il faut que ça soit bien organisé et que les gens soient intégrés, parce que s'ils viennent, il ne va pas passer tout le temps à l'hôtel. Il faut d'abord que le logement soit d'abord assuré, parce que si je dois venir investir et que je dois passer tout le temps à l'hôtel et qu'il n'y a pas un cadre accueillant pour nous recevoir, ça ne peut pas se faire. C'est normal que le Ghana aujourd'hui a besoin d'investisseurs. Parce que quand on vient investir dans un pays, forcément, on crée des emplois. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies. Qu'on lutte d'abord pour leur sécurité, qu'ils soient sûrs que s'ils viennent au pays pour investir, dès qu'ils auront un problème à régler au niveau de la justice, qu'ils ne soient pas brimés, parce qu'il faut que la justice soit égale pour tous. C'est ce que les investisseurs demandent. Quand vos propres compatriotes qui sont opérateurs économiques, vous arrivez à les écraser facilement, qu'en sera-t-il de ceux qui vont venir investir dans votre pays? Donc, si toutes ces assurances ne sont pas données, le chef de l'État ghanéen va beau appeler tout le monde à rentrer, mais personne ne rentrera. Alors, Patrick Armand-Pouillon, on en revient toujours à la lutte contre la corruption. Est-ce que, selon vous, déjà qu'il a un second mandat, il ne va pas, on va dire, taper du pied dans la fourmilière? Au début de son mandat, oui. Au début de son premier mandat même, il a commencé. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, au Ghana, avant le début du mandat de Nana Addo, on a constaté que quand vous rentrez au Ghana, les gens n'hésitaient pas à vous demander directement l'argent. Mais quand il est venu nouvellement, il a commencé par taper. Et qu'est-ce qui se passait? Les policiers se mettaient juste après les zones
d'interdiction de dépassement. Maintenant que quand toi tu arrives là-bas et tu vois des voitures garées, tu ne sais pas que c'est un poste de contrôle. Résultat, tu tentes de déborder et il dit le train continue, t'interdit le dépassement, tu as fait le dépassement. Donc c'est comme ça qu'ils prenaient de l'argent chez les gens maintenant. Ils restent là où les gens ont l'interdiction de faire des dépassements, ils ralentissent les voitures, d'autant de contourner et on les prend. Mais après, la pression est descendue et ils ont installé encore un système très clair maintenant où on te dit carrément tu donnes l'argent ou tu ne passes pas. Donc c'est pour dire qu'il faut que non seulement il y ait des actes forts, il faut qu'il y ait des actes forts. Je crois qu'une fois, il est allé sur un chantier et sur le chantier même, il a demandé l'arrestation du chef, de monsieur qui a pris le chantier et on l'a arrêté, on l'a déféré en prison. Des actes forts comme ça doivent être multipliés. C'est la peur du gendarme qui fait le début de la sagesse. Il faut des actes forts. Maintenant, s'il y a des personnalités dans le pays qui savent faire qu'on les nomme, mais qu'on leur donne vraiment l'autorité, le pouvoir nécessaire pour faire le job. Parce que le vrai problème du Ghana aujourd'hui, c'est la corruption. Oui, Soudé, en mot de fin. Oui, il faut limer les ongles à la corruption, sinon personne ne viendra investir chez vous. Hein. Vous allez voir dans certains pays africains, les gens ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas cette sécurité-là, ils n'ont pas la sécurité juridique, ils se disent, mais le jour où j'aurai des difficultés avec un ressortissant de ce pays-là, je serai brimé et je rentre pour obtenir les papiers pour créer mon entreprise. On m'escroque, on me prend de l'argent. Donc il faudrait que le président... le début de toute action pour son second mandat, c'est la lutte sauvage contre la corruption. Parce que si un Ghanéen un étranger qui passe par le Bénin, le Togo, s'il se fait accueillir par les policiers ghanéens corrompus, il sera déçu. Il risque même de retourner pour dire, mais on m'a pourtant dit que dans ce pays-là, je ne serai pas escroqué. Donc il faut qu'on frappe fort. Et c'est un message qu'on envoie à tous les pays africains. L'Afrique ne peut pas se développer avec un taux élevé de corruption. Donc il faut que les présidents africains se disent, notre premier combat, tout premier combat, c'est de lutter contre la corruption chez nous, dans notre parti, dans notre entourage, fût-il notre frère, notre épouse. Nous devons d'abord punir ceux-là avant de punir les autres. Pratiquement, pour un mot de fin. Oui, je voudrais dire que le président a été réélu, Dieu lui donne une nouvelle chance, qu'il utilise ça à bon escient. Voilà qui est clair, vous êtes Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, mon confrère Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il était question du Ghana, des signaux et donc des enseignements que cette élection présidentielle au Ghana pouvait envoyer au reste de l'Afrique et notamment à l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission.